Salut à tous, moi cette fois je me suis assis confortablement dans un petit coin du terrain pour vous parler d'un point qui je pense est très important, peut-être aussi important que dans la pratique le temps peut être important, donc ça va être une vidéo théorique un petit peu comme celle sur le temps, et cette fois ça va être les questions que moi j'ai pu approcher dans le processus de construction par rapport à la notion d'harmonie, d'esthétique. Il y a derrière ça des éléments qui sont en fait importants en architecture et qu'on retrouve. Et finalement, je répondrai aussi partiellement à la question qui souvent m'est posée, qui est de pouvoir différencier finalement, fondamentalement, une architecture occidentale avec une architecture orientale, et plus particulièrement l'architecture occidentale telle qu'on l'imagine, telle qu'elle nous est intuitive et telle qu'elle nous est présentée autour de nous, par rapport à finalement ce que moi, en tant qu'occidental, j'ai pu voir comme étant une approche différente dans l'architecture japonaise. Cette vidéo, elle va être un peu longue. Donc en fait, je vais déjà la couper en deux, et même malgré ça, je pense qu'elle va être assez longue. Et la deuxième vidéo, qui va avoir le même titre que celle-ci, mais avec partie 2, l'architecture, va traiter vraiment de finalement toute cette théorie et cette réflexion que je vais vous amener sur la première vidéo, mais concrètement sur la baraque et sur le processus de dessin et d'imagination et de projection qu'on peut avoir sur le projet qu'on souhaite mettre en place. Vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous voulez que j'aborde plus spécifiquement un point, ou si vous voulez que je refasse une vidéo pour peut-être expliquer autrement ou aborder plus un point qu'un autre. J'ai mis de côté énormément de choses et j'ai essayé de faire une synthèse. Une synthèse sur quoi, vous allez me dire, parce que vous avez peut-être regardé le titre de la vidéo, mais ça va peut-être pas vous donner une idée juste de ce qu'il y a dedans. Et bien tout simplement sur la question de comment, par la théorie, par la conscience, on peut approcher la notion d'harmonie dans la construction. Et très concrètement, sur quoi on pourrait s'appuyer, et surtout, j'aimerais plutôt mettre en garde sur ce sur quoi pas forcément s'appuyer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer dessus, mais c'est pas forcément le seul référentiel à avoir. Alors là, je vous préviens, parce que dans ces vidéos qui vont apparaître, le premier et le deuxième volume de cette question que je souhaite vous présenter, je vais mettre un peu plus en lumière le fait que j'ai un esprit qui est holistique et empiriste. Et absolument pas mécaniste et rationnel. Alors, il faut peut-être que je définisse un peu mieux, dans le sens où, par exemple, quand moi je dis mécaniste, je vais prendre l'analogie avec la médecine. La médecine occidentale pour moi est mécaniste dans le fond, c'est-à-dire qu'elle va prendre par exemple le foie, un organe, et elle va aller chercher à le comprendre et va rentrer, mettre toute sa focale sur cet organe-là, sans vraiment prendre en compte les liens que cet organe-là a avec le reste, sans avoir la vue d'ensemble, qui par contre se trouve dans la médecine orientale, où ils vont avoir une approche qui va être holistique, on va dire pour caricaturer globale, une vue d'ensemble, et ils vont être beaucoup moins précis dans leur connaissance peut-être de l'organe en soi, mais qu'importe, parce que ce qui compte, ça va être la bonne interaction et le bon équilibre de l'ensemble. Après tout, quand moi je regarde un oiseau, j'apprends beaucoup mieux à le connaître qu'en lui explosant la gueule et ensuite en le disséquant sur une table d'opération. Même si j'aurais eu l'impression d'accumuler beaucoup plus de connaissances en le disséquant, j'estime que je me suis éloigné en fait de la réalité qui compte à observer de l'oiseau.
Voilà un petit peu ma divergence fondamentale que je vais avoir avec, en général, la philosophie occidentale et en général l'approche du monde qu'on peut avoir et, pour ce qui est de l'architecture, l'approche de l'environnement. Alors, maintenant que je vous ai mis en garde, en quelque sorte, sur l'angle d'approche que je peux avoir et qui est qu'un angle d'approche parmi d'autres, que ce soit la médecine occidentale ou la médecine orientale, pour reprendre l'analogie avec la médecine que j'ai faite juste avant, je dis pas qu'il y a une médecine qui est meilleure que l'autre, les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc après, en termes de sensibilité, en termes de ce que je suis, de la compréhension que j'ai de mon rapport au monde, je me rends compte que ben voilà, j'ai pas une approche rationnelle mais empiriste. Et j'ai pas une approche qui est mécaniste, qui va chercher à comprendre vraiment l'organe ou la fonction, mais j'ai plutôt une approche qui est holistique. Ce qui amène finalement à une pensée qui va être non pas conceptuelle, mais qui, parce qu'elle est empiriste et parce qu'il y a cette volonté de saisir un ensemble, va être une pensée qui va être dynamique. On peut par exemple, si vous voulez vous donner une idée de la différence entre une pensée conceptuelle et une pensée dynamique, eh ben, vous allez trouver une pensée qui va être dynamique dans des ouvrages de psychanalyse sérieux, comme par exemple les magnifiques ouvrages de Jung. Et d'un autre côté, vous allez avoir une pensée conceptuelle qui va être merveilleusement illustrée par Heidegger, par exemple. Et je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychanalyste. Donc je tiens encore à dire aussi que c'est un mélange de points de vue qui font d'une subjectivité et aussi une pensée qui m'est personnelle. Je ne cherche absolument pas à rentrer dans le débat de qui a raison et quelle est la meilleure façon de faire. C'est juste que dans ma vision de la baraque, eh bien, je suis forcément ce que je suis et donc je vais critiquer aussi et avoir du discernement par cet angle d'approche-là. Donc on en vient à notre sujet qui est la notion d'harmonie. J'ai été mis sur la voie par un ami psychanalyste qui, en quelque sorte, en exagérant un peu, m'a présenté l'harmonie comme finalement très liée, voire peut-être même exclusivement liée à la notion de nombre d'or. Je pense que vous allez, si vous voulez approfondir vous approprier vraiment l'esthétique d'un habitat sans tomber dans la rationalité, vous allez tomber sur le nombre d'or. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui vont construire sans avoir une approche ni spirituelle, ni esthétique, ni, comme je disais tout à l'heure, holistique, mais qui vont au contraire se focaliser sur la notion par exemple de rationalité. Rationalité des espaces, rationalité des fonctions, rationalité de la méthodologie de construction, rationalité des échelles. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une telle échelle dans leur maison parce que c'est plus pratique, parce que c'est l'échelle de leur future plaque d'OSB qu'ils vont mettre à cet endroit-là. Donc parce que leur plaque d'OSB fait tant par temps, alors pour simplifier la mise en œuvre, ils vont rationaliser les dimensions via cette échelle. Ça on le trouve assez régulièrement. On va trouver également par exemple des maisons en parpaing qui vont faire tant de parpaing par tant de parpaing et ça devenir presque l'unité de mesure le parpaing. Et globalement c'est plutôt intelligent d'un côté parce que ça permet de vraiment faciliter énormément le processus de construction. Mais il n'y a pas que cette approche-là. Et je pense sincèrement que, effectivement, le processus de construction, la méthodologie et les moyens qu'on met en œuvre pour rendre accessible et facile et enlever les complications inutiles dans la méthode de construction, c'est une approche qui est très intelligente. Mais il ne faut pas oublier que si ça se fait au détriment
de l'objet en soi, et ben, ça peut être assez problématique. En plus de ça, dans une autoconstruction, je me rends de plus en plus compte, avant c'était un postulat, maintenant c'est devenu une réalité empiriste. Je postulais l'idée que, évidemment, en construisant, j'allais me construire aussi un peu moi-même, et qu'il y avait un dialogue qui allait s'établir entre mon projet et enfin notre projet et enfin ma partie de notre projet, voilà, si je veux faire les choses correctement je vais dire ça, et moi-même, mais je m'attendais pas que ce soit à ce point-là. Et je ne m'attendais pas que la construction vienne toucher mon rapport à l'environnement, mon rapport à la spiritualité, mon rapport au sens en général, mais également mon rapport rationnel à la quotidienneté et à ce dont j'ai besoin. Et étant donné que j'ai une approche qui, encore une fois, prend l'ensemble, moi je cherche non pas le bonheur ou je ne sais quel idéal de ce type-là, je cherche à essayer d'avancer vers quelque chose qui serait une forme d'équilibre. Idéalement, que cet équilibre soit du bien-être, ce serait génial. Et donc, cette notion d'équilibre, qui est très importante, m'amène à devoir considérer en même temps, par exemple, la taille de tel ou tel matériau, mais également la dimension humaine, et également des rapports de dimension qui se retrouvent dans la nature. Et on sait qu'on provient de cette nature-là. Si on a besoin de ça, c'est pas pour faire plaisir à la nature, c'est pour se sentir bien dans un espace naturel qui est en cohérence avec l'espace naturel avec un grand N. Donc cette question de l'harmonie touche finalement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir et ce qu'on a théorisé de l'observation de l'harmonie dans la nature. Et on en vient finalement aux mathématiques indirectement, c'est une approche avec les nombres. Et voilà notre sujet d'aujourd'hui. Bon alors, sans vouloir vous prendre la tête, j'ai besoin encore de faire quelques points théoriques, comme par exemple le fait que dans notre société, on a énormément de mal avec la notion de relativité. D'ailleurs, avant Einstein, la notion de relativité était inaccessible culturellement en Occident, alors que par exemple en Orient, la relativité est la base, le fondamental de la spiritualité comme du quotidien de chaque individu. Et finalement, au fait qu'on va d'abord mettre l'individu au-dessus de la nature au lieu de faire l'inverse. Et même si on sait très bien, rationnellement, que la nature n'a pas besoin de l'homme, c'est bien le contraire qui se passe, et que même aujourd'hui on peut dire que la nature a tout sauf besoin de l'homme. Il en reste que malgré tout, notre référentiel principal de pensée et notre approche de l'existence est souvent focalisée sur nous en tant que référence, en tant que centre. Et c'est aussi le cas dans notre processus de pensée, où on va avoir beaucoup de mal à avoir une pensée qui vient se positionner sur différents points qui ne peuvent pas être des centres en soi, ou qui ici vont irradier éventuellement de manière en étant le centre de quelque chose, mais on ne peut pas s'asseoir sur un point central. Et notre façon de penser qui est extrêmement dont le monothéisme est une conséquence aussi, et les très grandes religions orientales ne sont pas monothéistes. Nos grandes religions occidentales sont monothéistes. Et ça fait partie de notre dialectique psychologique qu'on peut avoir avec la question de connaissance. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que, un, probablement que je vais vous perdre et puis ça vous intéresse pas, et deux, c'est même pas le sujet de cette chaîne-là. Je vais tout de suite vous montrer juste un exemple typique de notre occidentalité. Sans critique, ça a aussi des avantages comme je vous disais, et puis je suis occidental. Chez Marabout, il y a des sortes de petits points qui sont faits dans ces petits bouquins sur la spiritualité par exemple. Et donc là, il y en a un, c'est le nombre d'or, le plus grand secret de la nature. Donc déjà, on voit bien l'angle d'approche, hein, c'est pas un des secrets de la nature, c'est pas
c'est pas une des réalités du monde, c'est un secret déjà, et puis c'est le plus grand. Et puis ça y est, maintenant qu'on a trouvé celui-là, ça devient le centre. Et on voit en petite note à la fin, les petits cahiers de sagesse ancestrale, 15 minutes pour satisfaire votre curiosité. Donc voilà, on lit ça et puis on est satisfait. Voilà, ça suffit, c'est suffisant, parce qu'on a créé un nouveau centre de référence et on peut ensuite avancer en regardant ce point-là comme le référentiel de notre vision des choses. Je critique énormément ça d'un point de vue architectural parce que ça amène à quelque chose qui, pour moi, est dépossédé de la notion de nature. Alors, le nombre d'or, on va en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je vais partir du principe que vous savez foutrement rien du nombre d'or et je vais vous donner ce que moi j'ai compris de la chose et sur quoi finalement, avec quoi j'illustre la notion de nombre d'or de manière très concrète. Je suis pas mathématicien et c'est pas par les nombres dans leur expression la plus immatérielle que j'arrive à m'y retrouver, donc j'ai besoin de concret. Le nombre d'or déjà c'est quelque chose qu'on a mis en lumière, qu'on a vu apparaître lorsqu'on a voulu représenter certaines choses de la nature dans une expression mathématique et donc fondamentalement géométrique. La géométrie étant une expression graphique des mathématiques et peut-être le mystère également est la chose qui rend les mathématiques probablement très intéressant pour beaucoup de gens. Je ne suis pas mathématicien, c'est de cette façon-là que m'apparaissent les mathématiques. Quoi qu'il en soit, si on prend une fleur de tournesol par exemple et qu'on regarde le positionnement du centre de la fleur et de son architecture géométrique, on va retrouver une spirale, enfin un assemblage de parties qui relève d'une géométrie extrêmement équilibrée et harmonieuse et suite à des recherches de chercheurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait là une disposition qui était relative au nombre d'or. Si on prend par exemple le nautile, la spirale du nautile est également une spirale qui graphiquement se calcule en utilisant le nombre d'or. Et puis, il y en a d'autres, des chiffres comme ça, comme par exemple la racine de 2. La racine de 2, que vous faites un carré de 1 par 1, et puis la diagonale, ben, c'est racine de 2. Voilà, c'est un chiffre qui ne se termine pas, ben, c'est racine de 2. Et nos cultures, nos sociétés et les époques passées d'autres cultures et d'autres époques ont toujours trouvé un lien fort avec ces chiffres-là, qui soient approchés de manière complètement irrationnelle, comme par exemple dans la géométrie simple. Alors explication, si vous prenez un carré, que vous tracez la diagonale, et ben, même si vous ne savez pas calculer la diagonale, que vous avez une culture qui ne permet pas le calcul de ça, ça ne vous empêchera pas d'utiliser cette diagonale dans la géométrie et l'esthétique de votre société. Donc il y a beaucoup de nombres complexes comme ça, ou irrationnels, qui vont peut-être être utilisés sans avoir la possibilité de les calculer en soi. Bon, après, les Babyloniens avaient une approximation de racine de 2, les Mésopotamiens ont une suite de fractions qui donne racine de 2 avec c'est une approximation, mais avec une exactitude sur les premiers chiffres qui est assez bluffante et on n'arrive pas à expliquer comment ils en sont arrivés à ce calcul-là. Donc ça remonte à très loin. Si on revient sur le nombre d'or, ce nombre d'or est stupéfiant parce qu'on va également le retrouver tout au fil de l'histoire architecturale. Et là, j'insiste bien, l'architecture, les racines même de l'architecture occidentale jusqu'au bourgeon de l'architecture occidentale actuelle.
pas toute l'architecture du monde. Et c'est là où je commence à aussi rentrer en contradiction avec ce qu'on peut lire et entendre sur le nombre d'or. Et là est la vraie question. Est-ce que oui ou non, il faut donner la valeur qu'on donne aujourd'hui au nombre d'or? C'est la question que je me suis posée et je vais essayer de vous donner des éléments qui vous permettront de cogiter et de vous positionner par rapport à ça. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que globalement, tout ce brouhaha que je vous fais dans les oreilles, c'est juste pour déjà approcher l'idée que nous, en tant que société qui est aujourd'hui caricaturée par une rationalité et un esprit mécaniste et absolument pas holistique, on va avoir tendance à se focaliser. Quand on lit par exemple ce petit bouquin ou qu'on regarde une émission un peu mystique sur les pyramides, on va avoir cette impression, en tout cas dans ce qui nous est transmis, il va y avoir une focale quasi exclusive sur le nombre d'or. Et puis on va être là, oh, c'est incroyable qu'il soit aussi présent partout. Vous retrouvez le rectangle d'or dans bien des situations. Léonard de Vinci, l'a utilisé outre mesure dans la nature, on le retrouve dans les cathédrales, on le retrouve dans la pyramide de Khéops, on retrouve le nombre d'or de manière ultra présente et récurrente. Et voilà. Et dans notre société occidentale, on estime assez souvent, en caricaturant, que l'idée d'harmonie est en relation étroite avec le nombre d'or. Il y a d'autres nombres comme ça, un peu magiques pour les mathématiciens, qui existent, et il n'y a pas que le nombre d'or. Et la notion d'harmonie est assez difficile à saisir. Nous, on préfère imaginer qu'il n'y a qu'une seule harmonie, puis c'est marre. En fait, non. C'est comme dire il n'y a qu'un seul équilibre, et puis c'est à nous de le trouver. Non. Il y a différents types d'équilibres. Il y a des équilibres qui sont faits de grands contrastes, d'autres qui sont faits de contrastes modérés. Il y en a qui sont des équilibres qui sont néfastes pour notre conscience, d'autres qui sont bienfaisants. Un des équilibres qui existe au monde, ça va être le bien-être, par exemple. Mais il y a bien d'autres formes d'équilibre, malheureusement. Enfin, heureusement. Malheureusement, pour notre approche du réel et la simplification, notre volonté de facilité, ça nous empêche de, par le chemin de la facilité, avoir un accès au réel. On est toujours obligé de prendre une voie plus simple, plus naturelle, mais qui est toujours beaucoup plus compliquée. Et nous, notre occidentalité, avec sa volonté de contrôle et de connaissance, est réductrice, et notre vision mécaniste et notre vision rationnelle, voilà, on a tendance à mettre de côté beaucoup de choses. Pour ce qui est de l'histoire de Racine de deux, qui est en lien avec le rapport d'harmonie qui est utilisé au Japon, on retrouve trace de Racine de deux, non pas simplement dans la culture orientale, parce que effectivement, Racine de deux ont intéressé énormément les Indiens. Dans les Védas, on trouve une formule, par exemple de Racine de deux, enfin une approximation de Racine de 2. Ah mais non, c'est pas une approximation parce que c'est une suite infinie. Donc c'est 1 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 par 4 plus 1 sur 3 par 4 par 3 par 4 plus 1 sur 3 par 4 par 3 par 4 par 3, enfin, etc., etc. Et on arrive à Racine de 2. Mais on ne retrouve pas simplement ça chez les Indiens, on retrouve ça chez les Babyloniens, chez les Mésopotamiens. Moi j'en ai un peu rien à foutre, mais dans le Tamoul on trouve 11/8 qui approche Racine de 2. Et puis voilà, et puis très rapidement dans la géométrie, on a bien vu que Racine de 2 c'était la diagonale du carré de côté 1.
dire que je vais vous donner une image, par exemple, de ces 2 temples bouddhistes du Japon. Et puis j'ai noté par exemple les rapports là de dimension entre le premier étage et le deuxième étage. La largeur du premier étage, et si on imagine que 1 étant la largeur du premier, et ben la largeur du rez-de-chaussée fait 1,414. Donc on a le rapport de 1,414. On retrouve ce rapport-là dans l'expression japonaise du bouddhisme, mais on retrouve aussi cette expression-là dans certains temples zen. Voilà. En fait, concrètement, le racine de 2 est très lié au rectangle et au carré. Et dans l'architecture japonaise, il y a énormément ce jeu entre le rectangle et le carré. Un autre rectangle, oui, j'y pense maintenant, là, qui est quand même hyper important dans l'architecture japonaise et qui fait aussi office d'unité de mesure, enfin d'étalon pour la construction. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si je caricature, c'est ça. Ça va être le tatami. On va faire les pièces, on va faire l'écartement entre les poteaux de la charpente, etc., etc. Aussi par rapport aux dimensions du tatami, et les dimensions du tatami ont changé dans le temps, puisque c'est relié à la taille humaine, mais le rapport largeur-hauteur d'un tatami traditionnel japonais est de 1/2, c'est-à-dire 2 carrés. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'humain est 2 carrés. Et l'union naturelle, l'extension naturelle du carré, c'est le rectangle d'argent. Ouais. Enfin bon, bref, ils ne l'appellent pas comme ça, mais le rapport japonais. Et donc il y a comme ça cette inscription de l'humain, tout en ne le noyant pas dans la nature des choses. Il y a l'inscription de l'humain dans un ensemble naturel. Et il joue là-dessus. Quand on prend le rectangle d'or et qu'on prend le rapport d'or, on se retrouve plus dans une dynamique qui comprend le cercle énormément et a tendance à noyer la notion du carré en l'incarnant à l'intérieur d'un cercle. Et c'est une toute autre dynamique en fait esthétique, et c'est une toute autre harmonie qu'on va trouver avec le rectangle d'or. Et finalement, il y a une plus grande dissociation. En fait, c'est autre chose, c'est une autre dialectique, j'ai l'impression. Moi, psychologiquement, si j'analyse les constructions faites à base de rectangles d'or, on va être plus dans une dialectique de l'homme par rapport à la lumière, par rapport à la connaissance, par rapport au Dieu, par rapport à... si la pyramide, par exemple, qui est une représentation idéalisée idéale du nombre d'or, pour moi, la pyramide, elle m'a toujours semblé faire tâche dans l'ensemble naturel qui l'a composé. D'ailleurs, heureusement que c'est une partie désertique, parce que elle contrasterait encore plus avec l'endroit où elle est. Et je comprends parfaitement que des archéologues se posent la question que ce ne soit pas simplement un tombeau, mais que ça puisse également être un lieu de culte fondamental. Et d'ailleurs, on retrouve une charge spirituelle détachée de la nature des choses, humaines et naturelles, et qui vont plus dans le hors du temps. Et voilà, pour moi, l'espace qu'on construit, en tout cas ma vision de la baraque, ce n'est pas une baraque idéalisée que je veux faire, c'est une baraque qui s'inscrit dans ma nature humaine et pas dans l'idéalisation divine que je peux avoir du monde.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme je disais en introduction, de laisser des commentaires, que ce soit pour critiquer, que ce soit pour poser des questions ou tout simplement pour approfondir, ou pour éclairer des choses qui auraient été pas très claires ou formulées un peu bizarrement de ma part dans la vidéo. N'hésitez pas à étendre le débat parce que je suis tout à fait prêt, entre autres, à faire une vidéo qui répondra à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que si jamais ceux-ci sont nombreux et qui rejoignent par exemple une question, ça me permettra de faire une vidéo. C'est assez confortable pour moi parce que je peux faire ça un peu n'importe quand. Et faire une vidéo théorique est moins déterminé par ce que je suis en train de faire au niveau du chantier. Donc n'hésitez pas à me pousser à faire des vidéos théoriques si jamais vous voulez que j'approfondisse tel ou tel sujet. Si vous avez apprécié la direction de mon point de vue, sachez que les vidéos que je vous fais là sont vraiment des condensés caricaturaux et mériteraient d'être approfondis. C'est juste le temps hein. Sur YouTube, j'hésite à faire des vidéos vraiment très longues parce que déjà on a tendance à se répéter et puis aussi parce qu'il y a un moment donné la patience sur YouTube c'est quelque chose qui naît peu à peu mais qui n'est pas forcément là. Sachant que voilà, il y a quand même des lives d'1h30 de personnes sur un sujet qui peuvent se faire, mais bon, pour en avoir regardé quelques-uns, parfois c'est un peu dur. Donc j'essaye d'avoir un esprit de synthèse. Malheureusement, comme un esprit de synthèse oblige de laisser de côté pas mal de choses, je suis très frustré. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour approfondir tel ou tel sujet. J'aurais l'impression d'avoir été un peu plus exhaustif. Et voilà. Bon, merci à tous encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez un petit pouce pour me dire ce que vous en pensez. Et puis à bientôt. Allez, ciao.